Deuxième partie du chapitre 3. Anka et Rebecca descendirent de la voiture qu'ils avaient louée pour venir au village. La cour semblait affreusement silencieuse. Aucun oiseau ne chantait, le vent ne soufflait plus. Il semblait que tout s'était arrêté de vivre. Le calme avant l'orage. Coq, fit Anka, y a-t-il quelqu'un? Oui, entrez, je suis là, répondit Becket. Rebecca et Anka entrèrent. Le cœur de Becket faillit s'arrêter de battre. Devant elle se tenaient par la main Anka et une fille vampire de la ville avec pantalon, corsage à dos nu, bouche et ongles peints. Des larmes de déception remplirent les yeux de Becket. Pour les dissimuler, elle accusa la fumée et engagea Anka et Rebecca à la suivre dans la cour. Arrivés là, la mère et le fils s'assirent à même le sol sableux, tandis que Rebecca attendait qu'on lui apportât une tabouret. Becket demanda les nouvelles aux arrivants. Anka répondit en ces termes. « Je suis venu te présenter cette jeune personne que j'aime et que je voudrais épouser. » Becket serra la main que lui tendait Rebecca et se leva. Par-dessus la barrière, elle interpella sa cousine Waon. Celle-ci, bien que grosse, était très agile. En 2 sauts, elle fut là, prête à prononcer ces longs discours qu'elle affectionnait. Mais dès qu'elle aperçut Rebecca, sa tirade mourut sur ses lèvres. Son cœur se mit à battre très fort. Elle salua Anka et la jeune fille sans montrer son trouble, puis elle s'assit. Anka ne comprenait rien, mais il sentait sa tante et sa mère gênées. S'étant assuré que la jeune fille ne comprenait pas un mot d'Aladjan, Waon se tourna malicieusement vers Anka. « Alors, malgré toutes mes recommandations, tu as trouvé le moyen de te laisser envoûter par une des filles de la brousse ?» Anka sourit et ne dit rien. Puis, soudain, il demanda à boire. Waon se leva et alla puiser de l'eau dans le canari. Elle la lui apporta. Le jeune homme regarda l'eau rougeâtre en pensant à Rebecca. Il but et tendit le gobelet d'eau à la jeune fille. Elle regarda l'eau à son tour et refusa de boire avec une moue de dégoût qu'elle ne put dissimuler. Waon et Becket se regardaient d'un air entendu. À la porte de la cour venait d'apparaître une créature de rêve dans la pure tradition africaine. Anka leva les yeux. L'apparition portait une cuvette où l'on avait déposé un menu complet recouvert d'une belle serviette éponge jamais utilisée. Face au regard charmé de l'inconnu, Becket baissa pudiquement les yeux, ses yeux qui, pareils à ceux d'une biche, semblaient larmoyer. Des cheveux très fournis, nattés et rassemblés de chaque côté de la tête, encadraient un visage ovale aux sourcils bien dessinés. De la bouche de l'apparition sortait une voix cristalline qui paraissait dire des choses incompréhensibles pour Anka. Seule la musique lui en parvenait. La déesse se courba pour déposer sa cuvette. Le pain moulait une taille fine et un plantureux postérieur, laissant deviner de belles jambes. Comme fatiguée par le geste qu'elle venait de faire, Becket haletait un peu. Sa poitrine jeune et ferme suivait le rythme saccadé de sa respiration. C'était l'émotion. Elle venait de voir pour la première fois l'homme à qui elle était destinée, mais avec une autre femme. « Tu diras merci à tes parents, ma fille, » dit Becket à Becket. La jeune fille acquiesça et s'enfuit. Un geste impatient de Rebecca ramena Anka sur terre. Elle n'avait rien perdu de la scène de l'effet qu'avait produit l'apparition de Becket sur Anka, était loin de plaire à la fiancée de la ville. « Oui, mon amour, dit Anka, qu'y a-t-il? As-tu besoin de te mettre dans un état pareil pour une petite villageoise ?» fit Rebecca jalouse. « Dans quel état me suis-je mis ?» répondit Anka énervé et visiblement de mauvaise foi. « Il faut rendre hommage à la beauté naturelle et c'est ce que je faisais. » Avec un peu trop de conviction à mon goût, rétorqua Rebecca. Becket, qui jadis avait été l'épouse d'un commis, comprenait et parlait français. Seulement en présence de certaines personnes, elle feignait de ne pas en saisir un mot. C'était justement ce qu'elle faisait en ce moment. La scène de jalousie de Rebecca l'amusait beaucoup. La mère d'Anka avait servi à manger aux 2 amoureux, mais Rebecca refusa de toucher à la sauce graine apportée par Becket sous prétexte qu'elle ne supportait pas les sauces lourdes. Becket lui donna un peu de la sauce claire de la veille au soir. Rebecca mangeait sans appétit. Savoir son homme foudroyé par cette villageoise la rendait malade. Pour se venger, elle avait décidé de gâcher le séjour d'Anka au village. À peine sortie de table,
Rebecca alla se mettre en bikini et courut vers la plage. Des regards désapprobateurs l'accompagnaient jusqu'à la mer. Elle ne revint que vers 18 heures. Quand on lui donna de l'eau chaude pour sa douche dans la paillote réservée à cet usage, elle fit encore une moue dégoûtée qui déplut à Becket. Après sa douche, elle se mit en pyjama et vint s'asseoir sur la natte au coin du feu où se trouvait Anka. Elle se blottit contre lui de manière à ce qu'il ne put plus bouger. La mère d'Anka, gênée par l'attitude qu'elle jugeait trop lascive de Rebecca, détourna la tête. La soirée commençait à peine, mais Becket se sentait terriblement fatiguée, surtout avec cette fille qui semblait si difficile à contenter. Elle se demandait si Rebecca consentirait à passer la nuit dans la case sur le vieux bambou lit en fer dont les ressorts du sommier gênaient au moindre mouvement. 7. Le lit était vieux, mais Becket avait sorti pour la circonstance de la cantine pleine de naphtaline ses plus beaux draps et leurs têtes assorties, des draps réservés aux hôtes de Mac. Anka et Rebecca étaient devant leur repas du soir. La jeune fille avait son air buté, celui qu'elle affichait lorsqu'elle avait décidé de faire la guerre à Anka. Ce dernier, tout à coup, lui demanda « Rebecca, que t'ai-je fait ?»« Rien, lui répondit-elle laconiquement. »« Alors, pourquoi fais-tu la tête ?»« Je ne fais pas la tête, répliqua-t-elle sèchement. Quelque peu désarçonnée, Anka baissa le regard. « Nous partons demain de bonne heure, dit-il. Tant mieux, conclut-elle. Au milieu de la nuit, Anka s'aperçut que Rebecca était éveillée et qu'elle pleurait. « Rebecca, tu ne dors pas? Pourquoi pleures-tu ?»« Je pleure, répondit-elle, à cause de ta conduite. Je souffre d'avoir découvert que tu ne m'aimes pas. »« Rebecca, comment peux-tu me dire de telles méchancetés? Où es-tu allé encore chercher cela ?» scintilla Anka. « Ai-je besoin d'aller le chercher quelque part? »« Cela ne crève-t-il pas les yeux ?» répliqua la jeune fille. « Depuis quelque temps, je me suis rendu compte que tu ne m'avais jamais aimé et aujourd'hui, j'en ai eu la confirmation. »« Alors, pourquoi sommes-nous ici alors? Pourquoi t'ai-je fait savoir que je t'aimais? Tu voulais simplement essayer sur moi ton pouvoir de séduction, fit Rebecca. Je suis désolée d'avoir à te le dire, mais tu es bête, cria presque Anka. Est-ce que tu te rends compte de ce que représente comme sacrifice pour moi notre mariage? Ma mère et moi, nous ne serons plus comme avant. Je le sais car elle a de la femme une conception dont tu n'es précisément pas l'incarnation. Pour quelqu'un qui n'a plus de père pour subvenir à ses besoins et l'épauler moralement, c'est plus que vital d'être en bon terme avec sa mère. Aujourd'hui, je suis financièrement autonome, mais j'ai besoin de son affection. Elle aussi est devenue vieille et il est normal que je sois avec elle au mieux. Il ne faut pas que ma mère m'ait sacrifié sa jeunesse, sa vie, même, je dirais, pour rien. Rebecca ne répondit pas et la conversation s'arrêta là. Ainsi s'achève la deuxième partie de notre chapitre 3. Que pensez-vous de l'attitude de Rebecca? Franchement, je suis d'avis avec Anka. Un homme qui te présente sa mère, même si tu n'es pas content du comportement qu'il a eu, prends sur toi, garde cela dans ton cœur et fais bonne figure devant sa mère et ses parents. Mais toi, tu viens, non seulement la mère même n'aime pas ton comportement, n'aime pas ton accoutrement, et tu viens, tu fais l'amour, tu te fâches, tu te mets en maillot de bain, surtout devant nos mamans de l'ancienne époque qui trouvent cela vraiment vulgaire. Je n'ai vraiment pas aimé le comportement de Rebecca et je suis d'accord avec le comportement d'Anka. Elle aurait dû faire prendre sur elle et cacher ses ressentiments, faire bonne figure et apprendre à se moudre, pour ne pas dire à fondre dans le moule, pour se faire aimer de sa future belle famille. Sur ce, nous allons commencer la troisième partie du chapitre 3. Troisième partie. Rebecca et Anka partirent. Becket et sa cousine Waon mesuraient la portée de leurs gestes. Et Waon pleurnicha. Becket, qu'allons-nous faire? Tu as vu ce gâchis? Nous allons demander la main de Jacket tout semble en bonne foi et voilà qu'Anka s'amène avec une autre femme. Calme-toi, ma sœur, répondit Waon. Et quelle femme? Je parie que c'est encore une des femmes vampires qui font tchecker dans les bureaux et qui vous regarde comme une traînée quand vous allez voir votre propre fils à son lieu de travail. Checker signifie frappe à la machine.
Non, répondit Becky. Amusée malgré elle, ce n'est pas une secrétaire. Il paraît qu'elle vient d'Amérique où elle apprend comment devenir professeur de lycée agricole. Mowa, mon Dieu, c'est pire, s'exclama Waon. Ce genre de femmes-là commandent tellement leur mari. Elles ne font rien à la maison, mais leurs hommes les adorent. Et le ciel est injuste. Nous nous tuons au travail, mais nos maris ne sont jamais contents. Revenons au véritable problème, suggéra Becky. Est-ce que Jackie et ses parents ne vont pas mal prendre la chose? Je ne le pense pas. De toute façon, nous ne pouvons plus reculer. Nous épouserons Jackie pour un cas. D'ailleurs, tu les as bien vus hier. Ils se sont plu. Se plaire, ce n'est pas tout. Tu crois que Rebecca s'en ira? Elle aime trop un cas pour cela, dit Becky à Waron. Au nom du Bonungbo, qui signifie eau sacrée du village, tu crois que Rebecca, au nom du Bonungbo, qui signifie eau sacrée du village, cette fille à l'heure où nous parlons a quitté un cas. N'as-tu pas vu les gestes et paroles déplacés qu'elle avait eus ici? Tu connais un cas. Tu sais combien il est exigeant. Cette fille n'est pas une femme pour lui. Il lui faudrait à Rebecca aussi un autre homme, un homme pétri de sentiments uniquement. Épouser un cas, ce serait accepter trop de contraintes. Elle n'en aurait pas le courage. Dieu fasse que tu aies deviné juste, Waon. Vraiment, je me voyais mal avec une telle bru. Moi, ce qui m'indispose le plus, c'est sa bouche recouverte de peinture. Ses ongles sont trop longs, aucune pudeur. As-tu vu comment elle caressait un cas en notre présence? Et ses filles ont des parents. Ma sœur, dit Waon, rentrons chez nous et plus de soucis. Dans quelques semaines, nous irons accompagner Jackie à Abidjan chez son mari. Un cas n'a rien à redire. Je ne vois pas qui, hormis nous, pourrait lui choisir une épouse. Dès jeudi, peut-être nous porterons le trousseau de la future mariée chez ses parents et leur fixerons la date de départ de la petite. À tout à l'heure, Becky, ma sœur. Voici ton beau-frère qui revient de sa fameuse pêche. Il rentre souvent de bredouille, mais tempête toujours pour manger. Fainéant va. Comme Becky finissait d'essuyer la lampe tempête qu'elle suspendait dans la cuisine enfumée, une femme apparut à la grande porte. Coco, un cas moins. Ma mère m'envoie chercher les cuvettes dans lesquelles j'avais apporté à manger à un cas hier. C'était Jackie. Becky la regarda dans la pénombre avec un petit pincement au cœur. Qu'est-on croit, s'exclama Becky. Cela ne peut-il pas attendre? Je pourrais rapporter cela moi-même. Bien, je retourne faire la commission. Aussitôt, Jackie allait s'échapper, mais, vigilante, Becky l'arrêta. Dis, Jackie, tu as vu ton mari hier? Qu'en penses-tu? Rien, dit calmement la jeune fille. À peine 17 ans, lorsqu'on est villageoise, que penser d'un beau monsieur à qui l'on vous destine alors qu'il a déjà choisi une autre? C'est bien ce que je pensais, se dit Becky. Puis se tournant vers la jeune fille, tu fais fausse route. Un homme ne peut rester comme cela. Alors il sort comme vous le dites avec cette fille. Elle ne lui est rien. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle retourne en Amérique et apprend comment commander les hommes. Tu es peut-être villageoise, mais il t'aime, c'est sûr. Je connais mon fils. Quand il aime quelque chose, il suffit que je regarde ses yeux pour le savoir. Si c'est Rebecca qui t'inquiète, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Dis à ta mère que sous peu, nous apporterons ton trousseau. Et toi, prépare-toi, dans quelques semaines tu seras chez ton mari. Becky était soulagée. Soulagée d'avoir trouvé les pieux mensonges qui rassénéreraient la pauvre enfant. Mais il y avait quelque chose de bizarre. Chaque seconde qui passait faisait naître en Becky une confiance dans ses paroles, dans ses propres mensonges. Jusqu'au coucher, ce ne fut plus des mensonges destinés à penser un cœur meurtri, mais de sérieux projets à mettre à exécution, le plus tôt possible. Becky s'était piquée au jeu. Lorsque Waron revint, elle lui raconta sa conversation avec Jackie. Mais c'est dans très peu de temps finalement que nos frères et oncles iront chercher la réponse définitive des parents de Jackie. As-tu pu réunir les sous pour tout ce qu'on pourrait te demander pour la dot? Dit Waron. Oui, Waron, ma sœur. En cas m'a dernièrement envoyé de l'argent et avec ce que je possédais moi-même, je serais à même de faire face.
Ils seront raisonnables car ce sont des gens soucieux de leur dignité, Nyamba et les siens. Pourrais-tu, dit Waon, passer à la maison choisir 6 complets de paniers de foulards pour la dot? Ce sera ma maigre participation. Combien de complets de pagnes? 6. C'est trop. Tu as 3 filles, Waon, répondit Beken. Et alors, retorqua Waon, en cas lui n'est-il pas mon fils? Et puis, les pagnes, cela peut se remplacer, mais l'honneur jamais. Il faut que le trousseau de Jekyll impressionne favorablement les signes. Au fait, je te mets des soupirs de côté. Merci infiniment, Waon. Ma sœur, je vais moi aussi lui faire don d'un des 2 services de 44 pièces que la femme d'un colon m'a offert en quittant la Côte d'Ivoire. Heureusement, j'avais eu l'idée de me faire acheter des marmites et de la vaisselle émaillée au Ghana. Je mettrai tout cela dans le trousseau. Mon ami, la femme du colon me disait que chez eux, ce sont les parents de la mariée qui la dotent et lui fournissent son trousseau. Comme c'est étrange, s'exclama Waon. Il suffit de traverser l'océan pour que tout change. Je ne serais pas étonné d'apprendre un jour qu'il y a des pays où les gens marchent la tête en bas en s'appuyant sur les mains. Tu exagères, dit Becket en riant. Il faut aussi prévoir de l'argent pour vivre, le temps que durera le séjour de celle qui accompagne la mariée. Mais à quoi sert en cas? On lui dote la femme, on la lui amène à domicile, il faut encore se prendre en charge soi-même, demanda Waon. Avec ce que nous faisons comme effort pour son bien, il pourrait peut-être nous nourrir pendant quelques jours, tu ne crois pas? En temps ordinaire, il l'aurait fait, mais tu connais la situation, répondit Becket. De quoi oserait-il se plaindre? Dit Waon. Il s'imagine peut-être qu'il est donné à tout le monde d'obtenir la main de Jekyll. Même si on lui a forcé la main en l'épousant pour lui, tant que ce n'est pas une mauvaise affaire, où est le problème? Apparemment nulle part, répondit Becket. Bien, conclut Waon. Je rentre à la maison. Ce soir, nous devons aller chez Oncle Nkadji pour savoir où en sont les choses. Quand aurons-nous la liste des objets à acheter? Et une fois la liste en main, que ferons-nous? Un aller-retour sur Abidjan? Il ne faudra pas voir un cas. Ton programme sera le mien, dit Becket. Quelle que soit la réaction de notre fils face à sa femme, il ne nous serait pas possible de nous attarder outre mesure chez lui. Nous sommes attendus pour l'accouchement des filles. Waon, ajouta Becket, viens dîner avec moi aujourd'hui. Je suis trop anxieuse pour pouvoir bien manger si je suis toute seule. D'accord, ma sœur, je serai là. Comment puis-je t'abandonner en pareil moment? Waon continua à parler en rentrant chez elle. Elle enchaîna aussitôt avec un reproche adressé à Badjoche qui avait cassé un verre, un de ceux qu'elle destinait à Jekyll pour son trousseau. Heureusement pour la fillette, sa mère était plus généreuse en parole qu'en action. Sinon, une faute comme celle qu'elle avait commise méritait une bonne correction corporelle. Badjoche ne l'avait pas fait exprès, mais quelle importance! L'injustice même des coups reçus lui aurait appris à faire attention la prochaine fois. Ainsi s'achève la 3e partie de notre chapitre 3. Vous avez vu, les parents sont toujours en train de faire les emplettes pour finaliser le mariage traditionnel de Nka. Et oui, Nka, quand il a vu Jekyll pour la première fois, il a ressenti quelque chose. Je me dis 2 fois que nos parents, ils prennent des décisions pour nous, mais 2 fois ces décisions s'avèrent justes, car les parents savent de quoi nous avons besoin. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec le prochain chapitre. Pour ne pas dire la 4e partie du chapitre. Tu as vu ma mère, questionna Nka. Oui, pour la voir, je l'ai vue, répliqua Rebecca. Tu peux être fière de toi, tu as réussi à te mettre tout le village à dos. Qu'est-ce que j'ai fait de si répréhensible, fit Rebecca? À qui poses-tu cette question? Je me rends compte que tu n'es disposée à faire aucune concession pour que notre mariage ait lieu. Ah oui? Et que devais-je avoir fait? Me fascine la fumée de la cuisine? Alors que ta mère ne voulait pas m'avoir à ses côtés? La flatter, l'appeler à Kamouan? Ne pas me baigner alors que j'avais la mer à 2 pas de la maison? Ne pas me maquiller et m'habiller comme une collégienne en sortie de la ville pour lui plaire? Et puis quoi encore? Pourquoi ne pas m'avoir demandé de faire chambre à part pendant qu'on y était? Écoute-moi bien, mon chéri. Courtiser les mères des hommes, ce n'est vraiment pas mon genre. Surtout pas ta mère qui joue les incorruptibles.
J'ai de la tendresse pour toi et je te le montre. Pourquoi s'en offusque-t-elle? On n'est plus au XIVe siècle. Je me demande dans quel guêpier je suis allé me fourrer. En fait, de guêpier, tu n'es pas seul à y être fourré. Moi aussi, je suis allé me perdre au milieu d'une société qui n'est et ne sera probablement jamais la mienne. Comme un cheveu sur la soupe, je suis arrivé en parfaite troupe faite. Aujourd'hui, plus qu'avant, le mariage est aussi et surtout une question de classe, de caste. Ne nous énervons pas, nous pourrions nous laisser aller à dire des choses que nous ne pensions même pas réellement. Mon cas chéri, tu as raison, il est utile que tu aies une maison en dur avec de l'eau courante, l'électricité et des meubles décents. Tu te rappelles combien il était pénible de dormir sur ce lit en feuilles qui gênait au moindre mouvement de ses occupants. Et les moustiques. Tu vas me dire qu'il y avait une moustiquaire, mais dans cette chaleur, cela aurait tenu du suicide. Non. De grâce, ne me parle plus de retourner de suite au village, ce sera non. Ton comportement, je te le répète, était vraiment odieux. Que veux-tu me faire croire? Tu m'en voulais à cause de la petite qui était venue nous apporter à manger? Voyons, Rebecca, tu n'as même plus la moindre retenue. Un cas ne m'énerve pas. Tu m'as fait l'affront de tomber en admiration devant cette pimpèche en ma présence et tu voulais que je t'embrasse pour cela? Tu ne manques pas de culot, toi. Je ne te croyais pas aussi stupide, Rebecca. Tu n'hésites pas à insulter une personne que tu ne connais pas, par pure jalousie. Ce sera peut-être elle ma rivale, mais sache que je n'ai pas l'intention de me battre avec elle. Je vous laisserai vous aimer tous les deux. J'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Mon pauvre amour, dit Anka, tu te fais du mal pour rien. J'ai admiré Jackie sans plus. Personne ne peut te supplanter dans mon cœur. J'ai déjà entendu cela quelque part, fille Rebecca. Je mettrai ma main à couper pour une chose. Ta famille a préparé le coup de ta rencontre avec Jackie. Ils ont fait exprès de faire apporter à manger par celle qu'ils espèrent te voir épouser. Et bien sûr, un fils bien gentil, bien obéissant, tu vas combler leurs vœux, tu ne vis d'ailleurs que pour eux. Anka se tue. Cette fille le fatiguait. Il se demandait jusqu'où irait cette guéguerre. La prochaine fois qu'il irait au village, sa mère l'attaquerait. À cette éventualité, il devait se préparer. Écartelé entre sa mère et celle qui devait devenir sa femme, Anka se disait que sa vie ne risquait pas d'être une sinécure. Il n'était sûrement pas revenu de l'étranger pour se faire torpiller par les femmes. Les mères aussi devraient comprendre que les choses avaient changé. Elles finissaient à cause de leurs exigences par prendre leur propre fils en otage, ne leur laissant d'autre choix que celui d'avoir un enfant par-ci, un enfant par-là, en oubliant que, par la suite, il faudrait les regrouper tous sous un même toit avec une mère, mais laquelle? Ah! Alors commencerait la galère pour le fils bien-aimé. Anka sentait qu'un entretien très sérieux avec Joseph s'imposait. Il se sentait tout perdu. Seul à l'étranger avec Françoise, il n'avait pas connu ses tourments. Elle l'aimait, il l'aimait aussi, c'était tout. Françoise aurait certainement fait tout son possible pour s'adapter à la vie d'ici et se faire apprécier de Becquet. Pourtant, il avait préféré lui dire adieu. Il la revoyait agitant son mouchoir tandis que l'avion décollait. Il avait eu le cœur un peu gros, mais s'était dit que cela était mieux ainsi. Anka, j'aimerais que tu me laisses au passage chez mes parents, il faut que j'aille les saluer. C'est quand même dimanche aujourd'hui. Je ne te demande pas de m'accompagner, je sais que tu n'en as pas la moindre envie. À quelle heure veux-tu que je vienne te reprendre? Demanda Anka sans s'occuper du reste du discours de Rebecca. Ce n'est pas la peine. Je reste dîner avec eux. Jean lui me ramènera ensuite. Et s'il n'était pas là? Ça m'étonnerait beaucoup. Nous avons nos habitudes familiales, tu sais. Il y aura toujours quelqu'un pour me reconduire ou alors je rentrerai en taxi. Prends soin de toi et à tout à l'heure, mon amour. Je prendrai soin de moi en cas. À tout à l'heure. Ils s'embrassèrent longuement et Rebecca descendit. Elle fit un petit signe de la main en cas et se hâta vers le portail. Le gardien se leva en la reconnaissant. Ils échangèrent quelques mots puis Rebecca entra dans la cour. Ses parents, Sophie et Jean-Louis, étaient assis sur la terrasse et buvaient. Il sourit en la voyant. « Alors, on ne t'espérait plus, » dit Samuel Boisbré en ôtant sa pipe de sa bouche. « Nous étions dans la région de Jacquesville depuis hier soir, expliqua-t-elle. C'était super, bien entendu, dit sa mère. Ou plutôt fabuleux, renchérit Sophie. Cela me surprendrait, fit Jean-Louis de son ton impersonnel.
Ces gens-là se prennent pour le nombril du monde. C'était bien sans plus, dit Rebecca. Je me suis bien baignée, j'ai bien mangé aussi. Et ce premier contact avec ta future belle-mère, sans qui Victorine Boisbré, pas trop traumatisant? Ce n'est pas encore la passion, dit en riant Rebecca, mais ça va venir, je le sens. Tant mieux, car c'est tout le mal que nous te souhaitons. Madame Akpa appela au téléphone sa chère Victorine qui revint peu après annoncer aux jeunes gens que Samuel et elle étaient attendus chez les Akpa. Rebecca resta donc seule avec son frère et la fiancée de celui-ci, Sophie. Cette dernière sentait que Rebecca avait beaucoup de choses à lui dire, mais qu'elle hésitait à cause de Jean-Louis. Rebecca et Sophie étaient amies d'enfance puisque Paola Tanoé, la mère de celle-ci, était la marraine de la jeune fille. Elles avaient pu garder leur lien intact en dépit des séparations dues aux études. Tout le monde s'était plus ou moins attendu à ce que Sophie épousât Jean-Louis Boisbré. Il y avait eu aussi Virginia Akpa, mais cela n'avait été qu'une amourette d'adolescent. Avec Sophie, c'était du sérieux. Les vacances dernières, on avait joyeusement célébré les fiançailles et depuis, Sophie ne quittait pas sa bague en or avec le petit diamant. Il est des êtres dont l'existence se passe sans grand heurts, comme si le chemin de la vie avait été débarrassé de tous les obstacles, de tous les dangers. Ces temps-ci, Jean-Louis et Sophie étaient d'autant plus inséparables qu'ils aménagèrent une maison que Jean-Louis venait d'acheter à la Riviera. On murmurait que le mariage était pour la fin de l'année en cours, mais les principaux intéressés n'en avaient eux-mêmes rien dit. Rebecca regarda l'heure et s'excusa. Sophie, spontanément, offrit de la raccompagner en voiture. Jean-Louis grogna un peu, mais les laissa partir. Ce voyage, c'était vraiment bien, interrogea Sophie. Pas tout à fait, mais il n'y a aucun problème majeur, mentit Rebecca. Alors, autant pour nous. Moi, je m'attendais au pire. Déjà qu'avec le fils, ce n'est pas brillant, ce n'est à fort. Tu ris pas avec la mère que ça irait tout seul. Les belles-mères, tu sais ce que c'est. Remarque que les choses n'auraient pas été particulièrement faciles pour toi non plus si tu ne connaissais maman depuis longtemps. C'est bien vrai, Rebecca. C'est pour cela que je suis reconnaissante au ciel de m'avoir fait aimer Jean-Louis. Avec ton encas, les choses se précisent ou pas. Quoi? Fille Rebecca, le mariage pas dit. J'espère que tu n'as pas l'intention de passer ta vie à ses côtés comme cela. Rien ne se précise. Nous avons accidentellement d'ailleurs discuté de cela la semaine dernière, je crois, mais rien ne presse. Et puis, ce mariage, finalement, il sert à quoi? Sincèrement, je ne peux pas te répondre, Rebecca, mais pour moi, le mariage est important. Je ne pourrais pas vivre sous le même toit que celui qui n'est pas mon mari. C'est viscéral. Cela ne s'explique pas. C'est ma conception de la vie à deux. Ou bien, on veut prendre des risques et on s'engage pour de bon, ou bien on ne veut pas et chacun reste chez soi. Un chauffard qui venait de faire une queue de poisson à Sophie obligea celle-ci à se taire. Une fois le danger passé, les jeunes filles ne reprirent pas la conversation. C'était un terrain glissant et personne n'avait envie de s'y aventurer davantage. Sophie se mit donc à parler à Rebecca des projets qu'elle avait pour l'organisation de sa vie future. Elle était toujours très excitée quand elle abordait ce sujet. Rebecca remit sur le tapis la question d'animation de réunion dont avait parlé Dorothy Dupuis, l'épouse de l'attaché culturel de l'ambassade de France. Brusquement, une voiture doubla celle de Sophie et le chauffeur de ce bolide leur fit signe de s'arrêter. Rebecca et son amie obéirent. Une jeune femme toute de noire vêtue descendue de la prélude. C'était Cécile Esmel, la jeune sœur de Madame Akpa, une très jolie femme. « Bonsoir les jeunes filles, où allez-vous » demanda-t-elle. Rebecca rentrait et moi je l'accompagnais, dit en riant Sophie. « Ah oui, il paraît que notre Rebecca ne vit plus avec son frère. Justement, Rebecca, j'allais chez tes parents. Ils sont partis chez ta sœur il y a un peu plus d'une heure. Laquelle? Gisèle? Oui, tante Cécile, fit Rebecca. Dans ce cas, nous allons y retourner. Je suis restée toute la matinée. Je venais dire à tes parents que la messe de requiem de ma belle-mère aura lieu vendredi et non pas jeudi comme prévu. Tu aurais pu téléphoner tante Cécile, je sais, Rebecca, mais cela me permettait de sortir encore un peu en allant moi-même faire la commission. J'étouffe dans cet appartement. Ma locataire refuse de partir, alors je ne sais plus comment récupérer ma villa. Elle n'est pas très grande, mais au moins, il y a une cour. Ton mari, ça va?
demanda Sophie. Toujours en 2 avions. J'aurais dû épouser un pilote. Cette fois-ci, il a amené 2 filles. Je suis avec notre dernier qui est sage. Donc, je suis tranquille. Bon, je vais me sauver. Au revoir, tante Cécile. Assommante, cette Cécile, dit Rebecca. Quand elle m'envoie chercher pour aller faire des courses avec elle, je me fais porter malade. Et elle passe son temps à parler de son mari et de ses enfants. Bonjour l'ennui. Sophie rit et remonta dans la voiture en s'épongeant les yeux. Ainsi s'achève notre chapitre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.